Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, nous abordons une crise commerciale majeure entre l'Union européenne et l'Algérie. Bruxelles a récemment initié une procédure contre Alger, l'accusant d'avoir imposé des mesures restrictives sur les importations en provenance de l'Union européenne. Cette démarche, perçue comme une violation de l'accord d'association euro-méditerranéen en vigueur depuis 2005, soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations économiques entre ces deux partenaires de très longue date. Cherchant à protéger et encourager sa production locale, l'Algérie a adopté des mesures qui ont suscité le mécontentement de l'Union européenne. Celle-ci considère ces actions comme des entraves aux investissements européens et une atteinte aux engagements pris dans le cadre de l'accord d'association. Cependant, des experts estiment que cet accord est très déséquilibré et profite largement à l'Union européenne. Le rapport import-export étant de 1 à 10 en faveur de l'Europe, c'est-à-dire que pour chaque 10 € exportés vers l'Algérie, celle-ci n'exporte qu'1 euro vers l'Union européenne. En 2015, l'Algérie, comme d'autres pays sud-méditerranéens, a officiellement demandé une réévaluation de cet accord. J'ajoute qu'en 2021, l'Algérie a exprimé son intention de réviser l'accord clause par clause. Il faut aussi noter que l'Algérie est un fournisseur majeur de gaz pour l'Union européenne. Si ce conflit n'est pas résolu à l'amiable, quelles pourraient être les répercussions? L'Europe est-elle prête à perdre un autre grand fournisseur de gaz après avoir déjà perdu la Russie? Pour analyser cette situation complexe, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts diplomatiques et juridiques algériens, M. Halim Ben Attala, ancien ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, et M. Nasreddine Lézard, avocat d'affaires et professeur d'arbitrage commercial à l'Université de formation continue d'Annaba. À tout de suite. Nasreddine Lézard, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Et je rappelle, Monsieur Lézard, que vous êtes avocat d'affaires au barreau d'Alger et vous êtes maître assistant à l'université d'Annaba. Monsieur Halim Ben Attala, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Algérie à Bruxelles. Et je vous poserai la première question. Comme moi et comme des millions de téléspectateurs, lors du dernier sommet du G7 à Bari en Italie, on a vu une très belle rencontre entre le président algérien et le président du Conseil de l'Union européenne. Mais d'un autre côté, l'Union européenne lance une procédure d'arbitrage. Que faut-il comprendre? Quelle est votre grille de lecture? Écoutez, c'est une question très pertinente et c'est un moment, le moment que vous avez décrit est un moment diplomatique important qu'il faut pouvoir décrypter. Vous m'en excuserez, je suis un peu en décalage par rapport à mes données, donc je ne pourrais réagir qu'avec des réflexes anciens d'une vie professionnelle antérieure et avec les données publiques, les données grand public que j'ai. Alors, ce que j'ai retenu de cette rencontre à Bari entre le président Abdelmadjid Tebboune et le président du Conseil Charles Michel, c'est que, c'est la deuxième rencontre, la seconde rencontre, à mon avis, à ce niveau. Et apparemment, si on se fie aux images, si on se fie aussi au dernier communiqué d'il y a 2 ans, lors de la visite de M. Charles Michel à Alger, le courant passe bien et le dialogue est constructif.
il était venu, vous vous en rappelez, le président Charles Michel était venu dans un contexte de déclenchement de la guerre, du conflit en Ukraine. Et donc sa démarche était comment dirais-je, de s'assurer de la sécurité énergétique de l'Europe. Donc c'était une mission assez ponctuelle. Là, nous sommes dans une autre séquence diplomatique et qui pose un certain nombre de questions. Alors, d'abord, du point de vue de la configuration interne, je me permets de faire une lecture interne de l'Union européenne sur les choses, comment ça se passe, sur le leadership, les batailles de leadership, sur les mécanismes de fonctionnement et leurs répercussions sur la relation avec l'Algérie. Alors, il faut savoir que la Commission est en fin de mandat. Son mandat tire à sa fin à la fin du mois de novembre. Monsieur Charles Michel, dans la gigantesque bataille de leadership au sein de la Commission, est considéré, ce n'est pas un secret, c'est dans le domaine public, est considéré comme le maillon faible. Et en face, il y a une superpuissance, Madame von der Leyen, qui se comporte en super chef d'État et qui est de toutes les rencontres. Et beaucoup disent qu'elle assume un rôle qui n'est plus le sien, c'est-à-dire qu'elle dépasse son rôle de présidente de la Commission et elle s'est hissée au niveau de chef d'État. Il y a, je vous le dirai tout à l'heure, une incidence dans les relations avec l'Algérie. Alors, à Paris, ce qui s'est passé, en même temps où il y avait l'entretien entre le président Abdelmajid Tebboune et le président Charles Michel, la Commission, à quelques heures près, si vous voyez, si on regarde, ça s'est passé le même jour, et à quelques heures près, la Commission a fait savoir qu'elle engageait cette procédure d'arbitrage. Alors, là, le moment est important. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le président Tebboune rencontrait le président Charles Michel, la Commission tire son obus contre l'Algérie. Cela n'est pas innocent. Croyez-moi que cela n'est pas innocent. Alors, mon interprétation est la suivante. Dans le contexte de la bataille de leadership entre le président du Conseil et Mme von der Leyen, cela n'est pas nouveau. Il y a eu d'autres circonstances pareilles, similaires, en Turquie et ailleurs. Vous en rappelez très, très certainement. Alors, cette bataille de leadership consiste à lancer le message suivant. OK, Monsieur Michel rencontre le président, mais le boss de la Commission, c'est moi. Et c'est moi qui donne le ton sur les relations avec l'Algérie. Par ailleurs, Monsieur Charles Michel a des compétences très limitées du point de vue de ses attributions, de ses compétences. En réalité, le pouvoir est sur les dossiers qui concernent l'Algérie. C'est la présidente de la Commission. C'est le commissaire européen. Et le président Charles Michel, en fait, sa fonction est de diriger le Conseil des chefs d'État et de gouvernement européens, d'assurer la continuité du Conseil, mais il n'a pas ce pouvoir de négociation avec les pays tiers. Donc, cette sortie de la Commission était un message en direction du président du Conseil, Charles Michel. Ce qui m'a intrigué, c'est que le fait que ce missile de la Commission soit tiré n'était pas innocent. À mon avis, il était destiné à polluer l'entretien entre notre président et le président Charles Michel. À mon avis, c'était l'objectif, parce que la Commission pouvait très bien attendre quelque temps pour le faire, et elle ne l'a pas fait, elle l'a fait juste avant l'entretien. Autre considération que j'ai notée, c'est un détail, mais à mon avis, il est important. Madame von der Leyen était à Bali. Bien évidemment, depuis quelque temps, elle assiste au sommet des G7. Le contentieux qui se profile entre l'Algérie et l'Européenne relève de ses compétences. C'est elle qui est souveraine en la matière, et avec le commissaire au commerce qui est d'un pays nordique. Or, Madame von der Leyen n'a pas rencontré le président. Elle aurait pu, à ce moment-là, sans aller sur la place publique, dire « voici les préoccupations de la Commission ». Elle ne l'a pas fait. Madame von der Leyen, il faut bien le savoir, qui se considère comme une superpuissance en Europe, au-dessus même des chefs d'État, pour elle, à mon avis, n'a pas le temps, s'occupant de la guerre contre la Russie, de M. Poutine, de la Chine, etc., elle n'a pas réellement le temps de s'occuper du marbre espagnol et des pièces détachées. Donc ça,
c'est pas de son ressort, elle est bien au-dessus de ça. Et ces petites préoccupations n'étant pas de son niveau, ce dossier, pour elle, est accessoire, donc de ce contentieux qui se poursuit avec l'Algérie, est tout à fait accessoire. Alors, bataille de leadership, pollution d'un entretien à haut niveau. Et troisième considération, il faut noter que la présidente de la Commission et même les commissaires européens, durant ce mandat, ont fait le tour des pays méditerranéens, je veux dire des pays au sud de la Méditerranée, à l'exception de l'Algérie. Il faut se poser la question pourquoi. Alors, sa préoccupation principale, en direction des pays de la sud de la Méditerranée, c'est l'immigration. Donc chaque fois qu'il y a un pacte à signer sur l'immigration, elle est présente. Elle a été à Tunis, elle a fait un big deal, vous le connaissez, avec l'Égypte, phénoménal, et elle lance un message, et en même temps, dans la campagne électorale qu'elle mène, on dit qu'elle se rapprocherait de l'extrême droite pour pouvoir être réélue pour un deuxième mandat. Donc cette question de l'immigration et le fait d'être présent et d'être présent dans les... Pardonnez-moi, M. Benatella, vous venez de dire qu'elle essaye d'être réélue. La présidente de la Commission européenne, elle n'est pas élue, elle est désignée. Pardon, oui, elle est désignée. Vous avez entièrement... Non, mais je veux dire... C'est très important. Exactement. En tout cas, ce que vous dites de l'Union européenne n'est pas très réluisant. Donc, toutes ces mésententes, et elles sont réelles. C'est du domaine public. Absolument. C'est notoirement Oui, non, connu. vous avez bien raison. Elle n'est pas élue, elle est désignée par le Conseil, donc le Conseil de l'Europe, le président. Le Conseil de l'Union européenne l'a déjà désigné, l'a sponsorisé. Et là, il y a une bataille au Parlement européen, et c'est le Parlement européen qui valide sa nomination. Valide ou pas sa nomination. On va voir. On dit aussi qu'elle visait, je ne sais pas si elle vise toujours, le poste de secrétaire général à l'OTAN. Donc, il faut rappeler qu'elle a été ministre de la Défense de Mme Merkel. Elle est allemande, Mme Ursula von der Leyen. C'est une belle lecture, une belle grille de lecture à ce stade. Je ne vais pas embêter Maître César avec... Pardon, oui. il faut que je continue quand même, parce que je continue sur cette séquence diplomatique qui est importante, parce que vous m'avez posé la question aussi du geste de la Commission. Alors, dans ce contexte, de mon point de vue, le geste de la Commission est totalement contre-productif. Vis-à-vis de l'Algérie, cela est contre-productif. Et il n'est pas coutume de mettre pareille affaire, qui relève du contentieux ordinaire, sur la place publique. Et alors, de mon point de vue, à ce stade, je dirais, en entrée, que la procédure de la Commission européenne, à mon avis, elle est vouée à l'impasse, et c'est un faux chemin que la Commission a pris. Très bien. Maître Lézard, l'Algérie, déjà en 2015, elle a formulé son souhait, et de manière formelle, de réévaluer cet accord d'association. Elle a réitéré de manière informelle en 2021. Je pense qu'ici, en Algérie, on a même parlé de revoir clause par clause cet accord d'association euro-méditerranéen. Et ma question, maître, pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas eu cette demande n'a pas abouti? Pourquoi il n'y a pas eu de changement concrètement par rapport à cet accord, selon vous? Écoutez, ces velléités de révision ou de renégociation de l'accord Algérie-Union européenne sont tout à fait naturelles. Vous savez, le propre de ces accords d'intégration est d'être revenus et d'être révisés avec le temps, parce que j'ai l'impression que l'accord d'association Union européenne-Algérie n'a pas été suffisamment maturé. Cela revient aux circonstances politiques dans lesquelles il a eu lieu. Et c'est les circonstances politiques qui expliquent que les velléités de révision annoncées par l'Algérie n'ont pas non plus eu de suite. Le premier, c'est que la première déclaration en 2015, qui a été faite de façon
un peu prématuré parce que l'accord d'association n'entrait en vigueur effective que 15 années qu'à partir de 2021. Donc, c'était un peu paradoxal qu'on annonce la révision d'un accord avant qu'il n'entre en vigueur, même s'il y avait des motifs légitimes. Il faut savoir aussi qu'en 2015, c'était aussi l'époque du président Bouteflika, un président malade, et sa maladie entraînait certains désordres et certaines préoccupations. La deuxième déclaration de révision ou de velléité, de volonté de révision est cette fois-ci plus précise en 2021 par un communiqué de la présidence. Cet accord aussi n'a pas eu de suite. Ça s'est limité dans les deux cas à une déclaration de principe, à une déclaration de volonté sans qu'il y ait eu des signes précurseurs d'engagement d'un processus de négociation ou de révision, parce que cet accord, c'est-à-dire aurait dû mettre, comme il le fallait, les commissions ou des groupes de travail qui seraient chargés justement de ce travail de réforme d'un texte qui finalement, à mon avis, et ça paraît de plus en plus, a été mal maturé. Nous avons eu la surprise, effectivement, il faut une lecture politique que je ne suis pas compétent pour donner. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un constat juridique qu'il est supposé des arrière-pensées à cette situation. Tout d'abord, ça date de 10 jours et c'est difficile de déceler les arrière-pensées maintenant. Hein. Il y a 10 jours, le 21, que dans une note verbale de la Commission européenne, on avait annoncé un certain point de désaccord, et ce qui est à mon avis maladroit, on avait directement annoncé, sans que le processus de négociation amiable ne soit engagé, que la Commission européenne envisageait d'aller à l'arbitrage. Deuxièmement, ce que je trouve aussi très discutable qu'on démarche, c'est qu'on a mis dans un futur dossier de l'arbitrage un certain nombre de points, 5 points qui sont à l'intérieur différents et qui ne peuvent pas se suffire dans un seul dossier. À mon avis, les griefs qui sont portés par la Commission européenne à l'Algérie devraient être traités par plusieurs dossiers, plusieurs groupes de travail, même s'ils sont un peu une nature semblable, c'est toutes les règles de protectionnisme qui auraient été violées par l'Algérie. Ce sont des questions techniques qui nécessitaient pour chacune d'elles un groupe de travail spécifique. Donc cet engagement qui, me semble-t-il, est le signe d'abord d'une précipitation ou d'une perte de sang-froid de la Commission européenne, a aussi été mal argumenté. L'argument phare qui a été avancé par la Commission européenne, c'est que les échanges commerciaux, les exportations de la Commission européenne, de l'Union européenne en Algérie ont baissé. Je suis désolé, mais ce n'est pas un argument. Hein. Ce n'est pas un argument acceptable. Ce n'est pas parce que les les exportations baissent qu'on intente un procès. Deuxièmement, je vais faire une petite évaluation, si vous voulez, du processus de règlement de l'Union européenne en lui-même, qui s'est avéré très inapproprié à régler ce genre de litige. Je dois vous dire que l'Union européenne ou l'accord d'association européen se réfère au respect des règles de l'OMC. C'est-à-dire que les deux communautés ou les pays qui sont membres de l'accord s'engagent à respecter entre eux les règles des accords de l'OMC. Il se trouve que les pays de la communauté sont pratiquement tous membres de l'OMC, alors que l'Algérie n'en est pas. Donc il y a un peu une inégalité au plan juridique, si vous voulez. Il est plus facile pour les pays européens de respecter les accords de l'OMC que l'Algérie, qui doit mettre un certain nombre de textes et de mécanismes. Ceci pour commencer. Deuxièmement, il est regrettable que l'accord d'association Union européenne-Algérie, qui a reconduit les règles de fond de l'OMC, n'ait pas reconduit aussi le mécanisme de règlement des différends. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus approprié à ce qu'on appelle ces contentieux d'intégration communautaire qui sont spécifiques. Le mécanisme de l'OMC est assez élaboré, assez consensuel, il associe un peu tout le monde. Et la philosophie du mécanisme de l'OMC n'est pas d'intenter un procès ou d'infliger des sanctions, mais de régler des différends.
tout à fait à l'encontre de et la déclaration de la Commission européenne va exactement à l'encontre de cet esprit. Elle avance d'ores et déjà d'une façon maladroite, très peu diplomatique, très peu efficace, les mécanismes de sanctions qui en fait n'existent pas. La pire des sanctions, c'est que tout simplement qu'on pourrait subir ou qui pourrait en résulter, c'est comment dirais-je, c'est la dénonciation par l'Algérie ou par la Commission européenne de l'accord d'association. On ne peut pas infliger des sanctions. D'ailleurs, on n'imagine pas quelles en seraient la teneur. Il me semble que la Commission européenne devrait réviser sa feuille de route. Devrait réviser la feuille de route et de faire une démarche un peu plus consensuelle, un peu plus conciliante, et d'engager une démarche qui n'irait pas non pas vers la recherche des sanctions, mais vers le règlement des différends d'une façon assez consensuelle. Maître Lézard, je vais revenir vers vous dans un instant. Vous venez d'évoquer le fait que l'Algérie n'est pas membre à l'OMC. Peut-être que c'est le moment de réintroduire sa demande, cette demande, et que ça pourrait aider dans un futur proche l'Algérie quand elle a l'un ou l'autre contentieux commercial, comme tous les pays du monde. Voilà. Et j'aimerais redonner la parole à M. Ben Attala. Je reviens. Ce que M. César, ce que M. Lézard a appelé précipitation, parce qu'on peut aussi l'appeler rapidité ou aller vite dans la besogne, pour revenir à la Commission européenne. Vous aviez tout à l'heure donné quelques éléments de réponse, mais est-ce que vous pouvez davantage expliciter cette rapidité de la part de la Commission européenne à entamer une procédure judiciaire? Oui, merci de me poser à nouveau la question, et je vais me permettre de rebondir aussi sur les considérations de M. Lézard sur l'aspect règlement des différends. L'OMC, en parallèle avec l'article 100 alinéa 4 de l'accord d'association sur l'arbitrage. Mais dites-moi entre parenthèses, oui. Je suis très curieuse, et je vous laisserai, je vous donnerai le temps, je vous promets, M. Ben Attala. Pourquoi l'Algérie ne remet pas sur la table sa demande d'adhésion à l'OMC maintenant? Attendez. Allons-y progressivement. Nous sommes dans une phase qui est suffisamment complexe pour aborder un dossier encore beaucoup plus complexe que celui-là. L'OMC, ce n'est pas une petite affaire, croyez-moi. Alors, par rapport à votre question, et M. Lézard a mentionné la note verbale de la Commission européenne envoyée aux autorités algériennes. Il faut d'abord savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle quand la Commission européenne parle de restrictions. Alors, de quoi s'agit-il et quel est l'objectif de cette démarche? Alors, les récriminations qui sont faites par, et ce que j'ai ramassé dans le domaine public, portent sur un certain nombre de points: les licences d'importation, le certificat Algex, les subventions, le plafonnement à 49% des entreprises à caractère commercial, le plafonnement à 30% d'intégration dans les constructions automobiles, etc. Donc, dans l'optique de la Commission européenne, il faut bien voir que ce sont des aspects strictement commerciaux. Dans l'optique algérienne, la problématique est plus globale. Et elle concerne, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et c'était sans doute l'objectif d'une possibilité de révision, l'approche est beaucoup plus globale. Et suivant l'approche que vous choisissez, la procédure change. Alors, M. Lézard a évoqué l'arbitrage dans le contexte, dans l'optique de la démarche européenne, qui est strictement commerciale. En revanche, la démarche algérienne est beaucoup plus politique. Et elle ne rentre pas du tout dans le cadre de l'arbitrage qu'elle mentionne. Il y a, dans cette démarche de la Commission européenne, il y a eu un point de bascule entre deux optiques différentes. D'un côté, les intérêts strictement commerciaux, et d'un autre côté, la stratégie gouvernementale de l'Algérie, qui a changé d'optique
qui veut changer ses réglementations, qui veut changer les lois, non seulement vis-à-vis de l'Union européenne, elle n'est pas spécialement visée, c'est une démarche globale d'une nouvelle vision en vue de diminuer la dépendance de la rente pétrolière, c'est tout à fait légitime, et de se donner des moyens de l'exportation et de limitation des effets des importations. Ce langage, la Commission ne la comprend pas. Elle ne le comprend pas du tout, et là, ce défaut de compréhension va mener le dialogue vers l'impasse. Et attendez, je vous laisserai. La Commission européenne comprend très bien quand il s'agit du Canada, quand il s'agit de son accord commercial avec les Américains et quand il s'agit même de son accord avec un certain nombre de pays de l'Amérique latine. Pourquoi elle ne le comprendrait pas quand il s'agit d'un pays sud-méditerranéen? Écoutez, je ne voudrais pas faire le parallèle avec les accords avec l'accord de libre-échange avec le Canada. C'est une toute autre dimension et d'autres enjeux, et j'hésiterai à faire le parallèle. Alors, pour revenir sur les propos de M. Lezard, sur la démarche de la note verbale de la Commission européenne, il y a une chose que je ne m'explique pas. De ce que je sais, par oui dire, c'est qu'au niveau d'experts, il y a eu des points d'entente. Sur les 5 points évoqués par M. Lezard, il y a eu 4 sur 4, il y a eu des points d'entente au niveau d'experts. Et subitement, la Commission européenne dit « Ah, il n'y a pas d'entente, nous allons vers l'arbitrage ». C'est un premier point. Le second point, et celui-ci, il est important, inacceptable de mon point de vue, c'est l'unilatéralisme de la Commission européenne. L'unilatéralisme est dans l'ADN de la Commission européenne. Elle fonctionne comme ça vis-à-vis des pays tiers. Et il faut pouvoir réagir en étant plus proactif et plus offensif. C'est ainsi qu'elle fait. J'ai maintes fois dans l'exercice, vous m'avez mentionné que j'étais ambassadeur à Bruxelles, j'ai été maintes fois saisi, comme ambassadeur à Bruxelles, d'injonctions venant de la Commission européenne et dans des notes au ton combinatoire d'ordonner au gouvernement de changer ceci ou cela. Il y a eu des contentieux, mais de cette nature, encore plus sérieux que les pièces détachées de la céramique espagnole, qui portaient sur les contrats gaziers, des enjeux autrement plus connus, eh bien, on n'est pas allé vers l'arbitrage. Quoique l'arbitrage est un organe administratif, ce n'est pas un tribunal. Il faut bien le mentionner, il ne faut pas le surdimensionner et croire que c'est un tribunal international. C'est bien de le dire aux téléspectateurs. Ce n'est pas un tribunal, on n'est pas à la CPI, on n'est pas à la CI, à la Cour internationale. C'est un organe administratif entre experts. Point. Pas plus. On peut s'entendre, on peut ne pas s'entendre, on peut désigner, on ne peut pas le désigner, il y a un délai, il y a une procédure à suivre. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le voulez. Donc, l'unilatéralisme de la Commission est inquiétant parce que pareille procédure, dans l'esprit et les termes de l'accord, la Commission européenne est tenue d'informer préalablement. Et il y a une nécessité de concertation préalable. Elle est passée outre et elle a foncé droit devant en générant un bras de fer. Ce qui fait qu'elle crée une situation de tension. Nous sommes en présence d'un pic de tension qui risque de s'allonger et se transformer en cycle de tension pour quelque temps et qui pourrait durer. Pourquoi? Parce que la commission actuelle est en fin de mandat. Son mandat expire, comme je vous l'ai dit, au mois de mai. Et en général, un pays tiers, et à mon avis, ce serait mon point de vue, hésite à négocier ou à accorder du sérieux à une commission en fin de mandat. En général, comme partout ailleurs, dans les élections dans chaque pays, on attend la nouvelle équipe, on attend le nouveau gouvernement, on attend la nouvelle loi pour pouvoir négocier. Donc, de mon point de vue, alors, la procédure était recevable, le fond est contestable, et je pourrais vous dire plus tard en quoi il est contestable, et du point de vue du timing, la situation est en faveur de l'Algérie parce qu'on peut jouer sur le temps, se donner des arguments et inviter la Commission à négocier l'année prochaine. Très bien. Maître Lezard, est-ce que l'Algérie peut dormir sur ses deux oreilles pendant toute
la saison d'été en attendant novembre, décembre et peut-être même début 2025. Est-ce que aussi, maître, rassurez-nous, est-ce que l'Algérie, un pays souverain, du point de vue juridique, a le droit de restreindre ou de prendre, d'adopter des mesures pour protéger sa production locale? Tout à fait, tout à fait. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur un point qui me semble important aussi, et je reviendrai à votre question qui est aussi cruciale dans la session actuelle, sur le mécanisme de règlement des différends de l'OMC qui est en train d'arborer la Commission européenne. Alors, c'est un mécanisme qui, à mon avis, est complètement inapproprié pour régler ce genre de litige. Voilà comment les choses se passent. Chaque partie au litige, c'est-à-dire la communauté européenne d'une part et l'Algérie d'une part, vont demander leurs arbitres. Et la Commission européenne va décider le président, c'est-à-dire une composante de 3 arbitres dont on ne précise pas comment ils sont choisis. C'est chaque pays va désigner en tout cas son arbitre. Et il me semble qu'un groupe de 3 personnes, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur expérience, quel que soit leur background, n'est pas capable de régler des problèmes de la complexité, de la multitude et de la diversité que ceux qui ont été évoqués. Pour faire un parallèle, je me suis un peu intéressé à faire une approche comparée entre le mécanisme de règlement des différends de l'OMC et celui de la Commission européenne qui finalement traitent de la même matière. À l'OMC, ce sont des groupes de travail, des groupes de spécialistes qui se réunissent et qui ont de divers secteurs et qui sont désignés jusqu'à ce qu'on arrive à une solution consensuelle. La démarche de la Commission européenne est une démarche, je dirais, pas seulement autoritaire, comme dirait M. Benatala, mais aussi invective et un peu menaçante. Et j'ai comme l'impression que la Commission européenne est à la recherche d'un effet d'annonce et qu'elle n'a pas vraiment l'intention d'aller vers un contentieux qui finalement, à mon avis, arrivera à une situation bloquée et arrivera peut-être, sonnera le glas de l'accord d'association avec l'Union européenne. Maintenant, l'Algérie a-t-elle le droit ou non de prendre des mesures protectionnistes? Encore une fois, les accords d'association renvoient aux accords de l'OMC. Et les accords de l'OMC autorisent ce genre de restrictions. Il y a les instruments de défense commerciale et il y a les clauses de sauvegarde. Ce sont des mécanismes parce que l'OMC, c'est un processus, l'adhésion à l'OMC, tout est un processus, ce n'est pas une ratification, ce n'est pas un acte. Et pour encourager justement cette adhésion, le mécanisme a imaginé des possibilités à octroyer aux États qui veulent adhérer à l'OMC, mais qui pour des raisons économiques, pour des raisons de situation, de spécificité économique, ne peut pas valider ou adhérer à toutes les règles, d'adopter des instruments de défense commerciale ou des clauses de sauvegarde par lesquelles elle déclare que telle ou telle règle, exemple le démantèlement tarifaire ou la levée d'autres restrictions, qu'elle n'est pas disposée à les appliquer pendant une certaine période. Et à ce moment-là, des moratoires sont accordés à des États. Mieux encore, il arrive même que des pays ayant adhéré ou ratifié, ayant adhéré à l'OMC, se trouvent dans une situation, dans une conjoncture particulière, obligés de se rétracter, si vous voulez, ou de mettre, si vous voulez, en veilleuse ou de suspendre carrément l'application de certaines règles. Il y a des mécanismes qui permettent cela. Donc l'Algérie a entièrement le droit, de par les mécanismes de l'OMC, d'adopter ou, si vous voulez, d'imposer, ou de décider de restreindre ou de se retirer de certaines clauses, et ce, par le biais de ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde. Il est très complexe, les questions qui ont été évoquées sont très complexes, on ne peut pas les analyser dans une séance comme celle-ci, mais il y a tout à fait, sur le plan des principes, les États membres ou membres de l'association européenne, les accords d'association et les États membres de l'OMC sont en droit de mettre en veilleuse ou de suspendre l'application de certaines règles en principe et l'union de certaines règles en principe pour des raisons conjoncturelles. Et l'Union européenne a elle-même recouru à ces clauses des instruments de défense à un moment donné lorsqu'il s'est agi pour elle d'assurer ou de sauver la pérennité de certaines entreprises européennes. Très bien. Monsieur Benatala, tous les experts
s'accordent à dire que l'accord d'association euro-méditerranéen conclu entre les pays du sud de la Méditerranée et les pays du sud-est, et d'une part, et l'Union européenne d'autre part, est complètement déséquilibré. Il profite à l'Union européenne au détriment de ces pays-là. Je vous donne un chiffre, je l'ai indiqué à l'introduction. À titre d'exemple, quand l'Union européenne exporte 10 euros vers l'Algérie, l'Algérie exporte vers l'Union européenne 1 euro. Et à mon avis, c'est le fait du gaz naturel. Pourquoi l'Union européenne tergiverse par rapport à la remise en cause de ces accords? Il y a une série de questions qui se posent et il y a une série de réponses. D'abord, je rebondirai sur ce que M. Lézard a dit, sur le règlement des différends, et je reviendrai à l'accord. Alors, l'Algérie n'étant pas membre de l'OMC, je le rappelle, elle n'est pas sujette au règlement des différends au titre de l'OMC. Le règlement des différends qui est proposé à l'article 100 de l'accord d'association est un mécanisme quasiment ad hoc entre fonctionnaires, et c'est exact ce qu'il a dit, entre experts, et l'avantage, il est beaucoup moins complexe que le règlement des différends à l'OMC. Si nous étions membres de l'OMC et que nous aurions eu cette problématique, les difficultés seraient autres. Là, dans ce cas-là, c'est un mécanisme ad hoc d'experts à désigner. C'est pas sûr qu'on s'entende et c'est pas sûr que les deux parties aboutissent. Donc, il est, je dirais, beaucoup plus gérable. Sur les clauses de sauvegarde, de même, elles sont très compliquées à mettre en œuvre. Croyez-moi, il faut démontrer entreprise par entreprise, secteur par secteur, que tel secteur est en difficulté, qu'il faut apporter les justificatifs, qu'il faut le démontrer avec des matrices, statistiquement parlant, et démontrer en quoi telle entreprise algérienne a été victime de la concurrence non européenne et non de la concurrence chinoise ou turque. C'est pas simple à déclencher comme mécanisme, mais nous ne sommes pas membres de l'OMC, la question ne se pose pas pour l'instant. Alors, sur les restrictions que M. Lézard a évoquées, alors, les restrictions, c'est un article clé de l'accord d'association. C'est l'article 17. Et il est valable pour les deux parties. Cela signifie quoi? Il y a deux aspects à prendre en considération. Il y a ce qu'il signifie et il y a ce que dit l'article 17. Ce que signifie cet article, c'est qu'au moment de la négociation de l'accord, chaque pays est souverain d'adopter les lois qu'il veut, les règlements qu'il veut, et on n'en parle pas. Dès lors qu'il signe un accord, donc il y a une relation contractuelle, cette disposition intervient et elle consiste en quoi? Et c'est valable pour les deux parties. Ça veut dire que les deux parties s'interdisent de prendre des mesures de restriction qui seraient plus défavorables qu'au moment de la signature. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des mesures de facilitation qui ne contredisent pas le fonctionnement de l'accord, cela est permis. Dès lors que vous prenez d'autres mesures, là, il faut se consulter, il faut consulter le partenaire, c'est valable dans les deux cas, il faut se concerter, il y a des mécanismes de dialogue, on s'explique, et soit qu'il y a des dérogations, cela est possible, je pense que cela a été fait, soit qu'il y a des réaménagements. Ça, c'est l'aspect, disons, sécurité juridique. C'est important dans une relation commerciale, la sécurité juridique, mais la sécurité juridique et la sécurité juridique est importante pour les entrepreneurs. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des entreprises. Donc une entreprise, que cela soit une entreprise locale, algérienne, ou une multinationale, elle a besoin d'un cadre juridique stable pour savoir, elle met de l'argent et elle doit s'assurer qu'on ne change pas les règles du jeu tous les 6 mois ou tous les ans. C'est extrêmement important. Cela dit, le point de bascule qui est intervenu, c'est qu'on n'en est plus là sur des mesures ponctuelles, mais c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que la stratégie gouvernementale a changé
Donc, le gouvernement est tenu, en vertu de cette nouvelle vision, de prendre des mesures. Ce n'était pas prévu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous sommes dans un nouveau contexte, et ce nouveau contexte relève non pas de l'article 100, comme le mentionne la Commission européenne. Là, je m'excuse, elle fait complètement faux, mais cela relève de l'article 2 de l'accord d'association qui porte sur l'équilibre des échanges entre les deux pays. C'est là qu'il faut intervenir. L'équilibre des échanges étant ce que vous avez mentionné, cela suppose que les deux parties doivent s'asseoir et faire une réévaluation, pas une révision encore, une réévaluation de l'accord. Les déséquilibres étant là, mais ce sujet-là, la Commission européenne l'évite, parce qu'on rentre dans un débat plus profond, plus global, et cela peut aller jusqu'à une remise en corps propre de l'accord. Cela peut intervenir, mais il faut déjà avoir une idée derrière la tête et et dire, et en allant à la négociation, que si cela ne nous arrange pas, j'ai une alternative. Maintenant, il faut préparer l'alternative. Alors, c'est un peu cela ce que la Commission ignore et fait semblant d'ignorer, mais elle le sait parfaitement. Et c'est pour cela qu'en allant vers l'article 100, alinéa 4 de l'arbitrage, elle occulte complètement le débat de fond sur le mérite de l'accord et de l'avenir de l'accord. Alors, de mon point de vue, il ne faut pas aller sur le terrain de la Commission européenne, sur le terrain de l'arbitrage sur base de l'article 100 alinéa 4. De mon point de vue, l'approche est tout autre. Elle est politique. Je suis entièrement d'accord avec M. Deza. Elle est politique. Et alors là, il ne faut plus s'appuyer sur l'alinéa 4 de l'article 100, mais s'appuyer sur l'alinéa 2 de l'article 100. Et l'alinéa 2 de l'article 100 mentionne que c'est le conseil d'association qui doit régler tout ça. C'est-à-dire que c'est au niveau politique, ce sont les ministres. Et les ministres peuvent donner mandat à un comité d'experts, de hauts fonctionnaires, etc. Je crois qu'il y a eu ces dernières années des groupes d'experts pour examiner cela. Mais cela, le règlement au niveau politique, au niveau du conseil d'association, j'ai cru comprendre que la Commission n'en veut pas. Pour preuve, je ne sais pas, ça fait peut-être 3-4 années qu'il n'y a pas de conseil d'association. Il n'y en a pas. Vous êtes à Bruxelles, peut-être vous pourriez me rafraîchir la mémoire, mais ces dernières années, il n'y en a pas. Ce qui fait que le levier essentiel de règlement des différends ou de gestion plus largement que cela. Pardonnez-moi, j'étais en train de réfléchir de mémoire, le dernier conseil d'association qui a eu lieu à Bruxelles. Non, il n'y a pas eu de lieu, c'était pendant la période du Covid. Et ça s'est fait en visio. En visioconférence. Et je pense que c'était au temps où, par rapport à l'Algérie, c'était encore le ministre, M. Boukadoum. Oui, et c'était le dernier conseil d'association. Voilà. Vous avez raison, c'est très lointain. Ça s'est fait en visioconférence et depuis lors, pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de levier de dialogue. Donc pas de compréhension. Les contentieux se sont accumulés, il n'y a pas eu de dialogue, pas de négociation à haut niveau, alors que les problèmes de fond sont importants. Alors il faut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas eu de conseil d'association? C'est-à-dire qu'elle est importante parce que pendant 3-4 ans, les contentieux se sont accumulés, à part le dialogue de haut niveau au niveau du président, en dessous, on n'a rien vu. Il y a anguille sous roche? Non, je me pose des questions. Je ne suis pas complotiste. Je me pose des questions sur la base de faits. Okay. Et alors, ayant l'expérience des conseils d'association, on en a géré pas mal des contentieux comme ça, au niveau des ministres. Par exemple, un des contentieux les plus gros, c'était dans les contrats gaziers. Et il y a eu, lors des conseils d'association, pas mal de discussions à tous les niveaux. Et donc le dialogue était permanent, on arrivait à désamorcer, on a fini par s'entendre. Et il y a eu, je le rappelle, et là je crois que la Commission a la mémoire courte, nous avons eu ce même type de problème, ce même grief sur le plan commercial. Les mêmes, exactement, pardon, je continue. Les mêmes griefs commerciaux. À aucun moment, ni l'Algérie, ni l'Union européenne n'ont mis cela sur la table. Ça a pris du temps, j'étais présent, ça a pris du temps,
pris 2-3 ans pour régler ces contentieux et on a fini par trouver un accord dans le cadre de l'accord d'association, le conseil d'association. Monsieur Benatella, oui. Je rappelle que vous avez été un des architectes de cet accord euro-méditerranéen. Oui, pourquoi vous hochez la tête? Ah oui, vous êtes d'accord, vous avez été... C'était des équipes multisectorielles. Je n'étais que le coordinateur, mais les éléments de fond, industrie, agriculture, services, relevaient des... Vous en savez énormément et ce que vous dites, et ce que vous donnez comme information très précise est très important. C'est pourquoi vous êtes là dans cette émission, Monsieur Benatella. Je vous ai posé une question, vous ne m'aviez pas répondu. Non, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vous ai parlé de cet accord d'association que d'aucuns disent qu'il est très déséquilibré et il profite davantage à l'Union européenne que ces pauvres pays de la Méditerranée du Sud. Ce n'est pas que pour le cas de l'Algérie. Prenons le cas de la Tunisie, par hasard, un minuscule pays avec 11 millions d'habitants qui va traiter avec un mastodonte de presque un demi-milliard de citoyens. Vous allez répondre à cette question. Non, je vous réponds tout de suite. Pardonnez-moi, non, je vous réponds tout de suite. Je vais faire de vue, je vous c'est réponds moi tout de qui suite. mène le débat, et donc ce sera pour tout à l'heure. Je vais donner la parole à Maître Lézard. Maître Lézard, si un arbitrage ad hoc auquel a fait allusion M. Benatella tout à l'heure a lieu, quel rôle aura-t-il et quelle est la différence juridiquement entre un arbitrage commercial et un arbitrage ad hoc, s'il vous plaît? On a un problème de connexion. J'ai oublié de rappeler que Maître Lézard nous a rejoints par Skype depuis l'Espagne. Ben oui, vous avez raison. La technique vous a donné raison. Répondez à ma question que je viens de vous rappeler à l'instant. Écoutez, j'aurais quelques difficultés à faire un parallèle ou alors une comparaison entre tous les accords d'association. Vous savez, dans ce métier, on apprend... Monsieur, pardonnez-moi, un petit problème technique. Monsieur Lézard, vous êtes revenu, vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Je vous posais la question suivante, de savoir si un arbitrage ad hoc a lieu, quel rôle aurait-il et quelle est la différence entre un arbitrage ad hoc et un arbitrage commercial, s'il vous plaît, juridiquement parlant. Très bien. Alors, je voudrais juste nuancer, peut-être que je suis mal exprimé et il y a une incompréhension chez M. Benatella. Je n'ai jamais dit que l'Algérie, qu'on devrait appliquer au litige actuel le mécanisme de l'OMC. J'ai juste regretté que l'accord d'association européen n'ait pas reconduit dans son texte le mécanisme de règlement, un mécanisme de règlement identique à celui de l'OMC, qui est beaucoup plus approprié pour ce genre de litige. Il est vrai, comme le soutient M. Benatella, que le mécanisme ad hoc, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'ad hoc, consacré par la Commission européenne, notamment dans l'accord d'association et l'article 100, est un mécanisme effectivement assez simple. Il est assez simple, c'est vrai, mais inapproprié. Le mécanisme de l'OMC est plus complexe, mais plus approprié au type, parce que nous sommes devant des litiges communautaires et non des litiges commerciaux. En fait, l'accord d'association, son adoption, c'est une simplification du mode de règlement au détriment de la complexité technique, de la complexité technique des litiges. On ne peut pas confier à 3 personnes constituées ad hoc, et je vais vous expliquer ce que c'est ad hoc, constitué ad hoc, le règlement de problèmes qui sont extrêmement complexes, juridiques, économiques et politiques, qui impliquent des États. L'arbitrage ad hoc est un arbitrage qui est pris en charge par une structure. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Que par une structure arbitrale qui est créée spécifiquement pour un litige et qui est dissoute à l'occasion de son règlement. Et j'imagine mal quelles sont les 3 personnes qui ont suffisamment de compétences pour prendre en charge et régler des problèmes aussi complexes qui ont dit assez nombreux, qui sont assez nombreux pour un seul dossier.
Maintenant, quelles sont les sanctions? On le dit toujours, justement. Quelles sont les... On ne vous entend pas très bien, monsieur. Maintenant, oui. Allez-y, poursuivez. Quelles sont les sanctions qui pourraient être encourues? Le mécanisme de l'OMC, justement, ne parle pas de sanctions. Il est conçu pour régler des différends et non pour infliger des sanctions. Les sanctions, on voit mal quelles seraient des sanctions pareilles et on voit mal comment pourrait-on ou la communauté européenne compte-t-elle les appliquer? Parce que c'est tout le problème de l'effectivité du droit international. Le droit international est un droit théorique. C'est-à-dire, il ne peut avoir qu'une force morale. Je ne vois pas comment la communauté européenne peut infliger des sanctions à l'Algérie, qui ne sont pas prévues d'ailleurs dans l'accord, et comment elle pourrait l'exécuter. Donc, l'état d'esprit, à mon avis, dans lequel on devrait aller, c'est la recherche d'un différend et non la recherche de sanctions. Je vais vous dire mon avis. Donner mon avis. En fait, si on lit attentivement la note verbale, elle ne parle pas directement de l'arbitrage. Elle pose, si on envisage de soumettre la question au Conseil de l'association, conformément aux dispositions de l'accord, et que si jamais le Conseil de l'association n'arrive pas à une solution, elle saisirait la structure arbitrale. Elle irait recours à un arbitrage ad hoc. Or, cet arbitrage ad hoc est calqué de l'accord commercial de l'accord d'association sur les arbitrages commerciaux qui mettent en charge des entreprises. Or, on ne gère pas un contentieux entre États comme un contentieux entre des entreprises. On n'attaque pas un État comme on attaque une entreprise. Mon sentiment est que la Commission européenne est à la recherche d'un effet d'annonce, à la recherche d'un bluff, et le recours à la menace, si vous voulez, à l'intimidation, à l'autoritarisme, à l'invective, et ce n'est pas approprié dans la situation actuelle. On sauve un accord de partenariat par la négociation, par le commerce, par la persuasion, par la conviction et par les concessions mutuelles. Et Maître Lézard, pourquoi ces deux parties, en l'occurrence l'Union européenne et l'Algérie, ne pensent pas à créer justement ce groupe spécial d'arbitrage à l'amiable? Ce n'est pas prévu par le texte, par l'accord d'association. On recourt directement à l'arbitrage, c'est-à-dire une institution qui a l'impérium, qui donne le droit. Le recours à un groupe spécial serait vraiment approprié, mais ils peuvent le faire d'une façon générale, mais on ne l'évoque pas ça comme mode de règlement des différends. Ça n'existe pas dans le texte. Le mécanisme de règlement des différends de l'accord d'association est vraiment indigent, très sommaire et inapproprié et inadapté. Très bien, M. Benatella, je reviens à vous et excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je veux une réponse simple et précise sur la question que je vous ai posée tout à l'heure 2 fois. Et la voici pour la 3e fois. Ce déséquilibre par rapport à cet accord entre l'Union européenne qui profite de manière très importante au détriment des pays du sud de la Méditerranée. Pourquoi? Une 2e question ou une sous-question. Pourquoi ne pas dénoncer? Parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Pourquoi ne pas dénoncer tout simplement ces accords euro-méditerranéens au fond? Et d'ailleurs, ça a été la question évoquée par le président du Conseil de l'Union européenne qui s'est demandé quel avenir pour ces accords. Écoutez, Madame du sang-froid. Allons-y. Écoutez, vous parlez, je reviendrai tout à l'heure, si vous permettez, pour dire que je rejoins M. Lézard sur l'incompétence ou le manque de compétence des 3 personnes qui seraient appelées à gérer. Je suis entièrement d'accord avec lui, et je le rejoins, et que la meilleure instance, c'est le conseil d'association et non pas ce groupe. Ça, on est tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la Commission faisait fausse route. Alors, pour répondre à votre question, mon expérience est la suivante. Le langage que vous tenez est bon. Le raisonnement que vous tenez est bon en termes de déséquilibre. Le déséquilibre, ça se savait déjà au départ que tous les accords méditerranéens seraient asymétriques. Cela se savait. Le calcul qui a été fait par chacun des pays, c'était, on le sait, mais quel avantage puis-je tirer? Parce que les autres sont des pays d'exportateurs. La chemise que je porte est une chemise égyptienne achetée en Europe.
Donc, chacun a fait son calcul, avantages, inconvénients. Alors, ceux des pays qui se plaignent, je vous le dis, le double langage est monnaie courante. Ceux qui se plaignent, qui disent on souffre de l'accord d'association, sont en même temps engagés dans des processus de négociations commerciaux qui vont encore plus loin que l'accord d'association. Leur objectif est l'intégration dans l'espace économique européen. Donc, en même temps, on se plaint et en même temps, on va plus loin. Chacun a ses raisons, chacun a sa perception de l'intérêt national. On ne peut pas les juger et on ne peut pas formuler de jugement global sur tout le monde. Chacun voit son intérêt. C'est comme ça. Au départ, les pays au sud de la Méditerranée ont refusé de se mettre ensemble face à l'Union européenne. C'est chacun pour soi, la Commission pour tous. On est toujours dans cette logique. Alors, maintenant, l'Algérie, entièrement d'accord, cela se savait aussi. Et je rappelle qu'à ce moment-là, on était dans une espèce d'euphorie interne, parce qu'il y avait un mouvement de réforme. Et dans l'esprit du gouvernant, c'était on fait l'accord, mais en même temps on réforme. On prépare l'entreprise, cela n'a pas été fait correctement. Plus grave, l'euphorie financière due à la remontée des prix de pétrole a mis sous morphine toutes les velléités de réforme. Tout s'est arrêté. On a profité de la rente, on n'a rien fait en plan interne. Vous êtes en train de me parler ici en Algérie, en l'occurrence, de la période Bouteflika. Non. Écoutez, madame, je ne tire pas sur les ambulances, s'il vous plaît. Je parle de l'État. C'est dans cette optique que je vois les choses, l'intérêt national. Donc, l'euphorie pétrolière est arrivée. On n'a rien fait. L'accord, on ne s'est pas préparé. On a quand même eu 5, 15, 20 ans pour se préparer. Peu de choses ont été faites, malheureusement. Les circonstances ont changé, la stratégie gouvernementale a changé, et donc il faut nécessairement réadapter la chose. Maintenant, allons plus loin. D'accord, pour revoir. Mais bien entendu, cela va de soi. La Commission de l'Union européenne n'est pas contre, à mon sens. Maintenant, il faut de la continuité, du souffle pour faire tout ce travail qui dénomme énormément de temps de travail et, croyez-moi, énormément d'études, à commencer par la consultation des entreprises. C'est notre point faible. Les entreprises ne sont pas suffisamment consultées pour voir quel est leur intérêt, leur projection à l'exportation, les facilitations à l'export, c'est-à-dire tous ces mécanismes pour faire en sorte que l'accord puisse avoir des retombées positives tout en gérant les aspects négatifs. Nous avions cette possibilité pendant cette fenêtre de la dernière décennie. On pouvait faire des réformes et avec les recettes pétrolières, avoir des filets pour amortir le coût social. Cela n'a pas été fait. Il faut tirer les enseignements. Maintenant, d'accord avec vous, pour réévaluer et réviser. Réévaluer et réviser, deux choses différentes. Réévaluer, c'est un travail énorme. D'abord, une réévaluation en plan interne. Et il ne suffit pas de faire des comptes des recettes douanières ou des pertes des recettes. C'est toute la macroéconomie qu'il faut analyser pour pouvoir se présenter à nouveau face à l'Union européenne et ne pas refaire les erreurs que nous avons faites. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut se poser la question, que voulons-nous? Quoi faire? Quelle alternative? Quel modèle d'accord voulons-nous? Ça n'est pas simple non plus. Il faut y travailler très, très sérieusement. Alors, il y a deux autres possibilités. La première a été abordée, je crois, oui, par M. Lezard. C'est une révision partielle. Une révision partielle qui consiste à faire quoi? Vous révisez les calendriers, vous révisez les contingents tarifaires, vous essayez d'obtenir un peu plus d'argent, un peu plus de coopération économique, mais quand vous terminez la négociation, au bout du compte, vous retournez à la cause départ, parce que vous êtes toujours dans la matrice du libre-échange. Et quand vous êtes dans la matrice d'échange, est-ce que vous y êtes préparé pendant le temps de la négociation? La question se pose. Donc, négociation partielle, on revient à un point de départ. Pardon, je continue, c'est important. Négociation complète, c'est-à-dire négociation intégrale, c'est-à-dire la centaine d'articles de l'accord, C'est-à-dire aller clause par clause? La centaine d'articles de l'accord, les annexes et les protocoles. C'est un travail qui prendra, pour le préparer, il faut aussi une discipline interne pour s'y préparer. On ne peut pas aller du jour au lendemain d'une semaine avoir quelqu'un.
Ça, c'est impossible. On ne va pas refaire ce qui a été fait. C'est un travail minutieux, scientifique, de préparation pour une négociation intégrale. Alors, les annexes, les protocoles, la centaine d'articles. Et en supposant que vous les préparez, vous entamez la négociation, ça ne prendra pas moins de 10 années. Pas moins. Ça n'est pas simple parce que la Commission européenne négocie avec une centaine de pays en même temps et, expérience faite, il faut qu'elle trouve le créneau pour vous mettre dans... Donc, ce qui signifie que vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer. En même temps, dans ce temps de négociation, l'accord d'association continue à courir. Il n'est pas suspendu. Donc, vous continuez à subir les effets adverses. Donc, tout cela, il faut faire des évaluations entre la négociation intégrale et le temps que vous passez pendant ce temps-là, l'accord d'association continue à courir et on continue à avoir des pertes. Alors, autre hypothèse, mais cela suppose qu'on se pose des questions de fond. Je m'excuse, mais il faut se poser des questions de fond. Dans les conditions à nous, je ne parle pas des conditions des autres pays du rive sud de la Méditerranée. Des questions essentielles. Sommes-nous encore pour le libre-échange avec l'Union européenne, qui est la matrice de l'accord? Il faut y répondre clairement. Sinon, il ne faut pas s'engager. 2, sommes-nous pour une relation préférentielle avec l'Union européenne? Comme c'était avant l'accord d'association, dans les années 70, 80, c'était cela. Non, ou pas tout à fait. Non. La relation préférentielle est liée à l'accord d'association. Avant, il y avait des accords avantageux, disons, de coopération avec les pays du Sud de la mer. C'était plutôt généreux. Mais après, on est rentré avec les cycles de négociation à l'OMC, le contexte a changé, on est rentré dans du donnant-donnant. C'est simple. Donc, l'accord d'association répond à cela. Alors, est-ce que nous voulons une relation préférentielle avec l'Union européenne, c'est-à-dire continuer à ouvrir le marché à l'Union européenne sur une base préférentielle, et en même temps, base de réciprocité de l'accord, voulons-nous aussi préserver nos parts de marché, d'accès au marché de l'Union européenne à long terme? Si aujourd'hui nous n'exportons très peu, je conviens avec vous, est-ce que ce sera le cas dans 10-20 ans? Est-ce que nous pourrons encore... Pardon, je continue. Est-ce que nous pourrons exporter? Et si nous voulons exporter, il faut préserver ces parts de marché et de l'accès préférentiel. Le marché européen est convoité par tous les producteurs et exportateurs du monde pour un certain nombre de raisons. Là, c'est aussi un calcul à faire. Évidemment, il y a une autre stratégie qui peut être mise en place, mais là, ça demande un autre type de réflexion. C'est parce qu'on n'a plus le temps, c'est pourquoi je vous ai quand même écouté avec beaucoup d'intérêt. Maître Lézard, pourquoi pas dénoncer l'accord? Est-ce que ça n'est pas plus facile de le dénoncer et recommencer, au lieu de revoir les clauses, tout l'accord clause par clause, ou comme a suggéré M. Ben Attala, toute une série de possibilités, etc., notamment la révision partielle ou totale. Pour M. Ben Attala, c'est réévaluer et réviser. Pourquoi pas dénoncer? Et c'est la dernière question. Oui, M. Ben Attala maîtrise beaucoup plus, sans doute, beaucoup plus que moi, les problèmes d'État et les problèmes diplomatiques. Je vais vous donner mon appréciation, mon évaluation en tant que juriste. Et je me hasarderai quelque peu, je m'en excuse, sur le terrain politique. Moi, à mon avis, l'accord d'association, comme l'accord d'association Algérie-Union européenne, tout comme l'accord de l'OMC, tout comme le GATT par le passé, en fait, on a souscrit à des effets de mode. Ce sont des utopies. Parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de monde d'accord sur beaucoup de points. Il n'est pas possible de rassembler un peu tous les pays de la planète et demander de se mettre d'accord sur un certain nombre de quels qu'ils appliqueraient d'une façon similaire. Ça ne peut pas se faire, ces accords-là ne sont pas viables, ils n'ont pas de pérennité. Ça, de par mon expérience un peu dans la vie des contentieux, ce qui serait souhaitable, à mon avis, non pas un abandon de l'accord d'association, mais le laisser pour ce qu'il est, un simple leitmotiv, mais aller vers des accords partiels, des conventions partielles, une convention
parce qu'on ne peut pas mettre dans un même texte les mécanismes ou les règles de commerce sur des produits de nature différente, sur les produits agricoles, les produits industriels, la propriété littéraire et artistique, les produits industriels, maintenant le commerce électronique, ça me semble être une utopie. Il vaut mieux que, à mon humble avis, qu'on soit réaliste et qu'on procède par des accords sectoriels, partiels, qu'on peut maîtriser, qui sont maîtrisables par les personnes d'abord qui vont les concevoir et qui vont les gérer. Le réalisateur est en train de me taper sur les doigts parce qu'on dépasse un petit peu, mais je vais quand même vous donner un dernier mot de conclusion, mais très succinct, s'il vous plaît. Je commencerai avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Écoutez, le point de départ, c'est d'abord de savoir ce que nous voulons. Ça me semble essentiel. Dès lors que nous savons ce que nous voulons, et non pas constamment dire non, ça ne m'arrange pas, non, ça ne m'arrange pas, ça ne suffit pas en négociation. Et la question est, voulons-nous plus d'Europe ou moins d'Europe? Allons vers les BRICS ou pas vers les BRICS? Voulons-nous continuer dans le multilatéralisme avec l'Union européenne, comme on l'est, ou alors retourner sur le bilatéral, négocier avec la Turquie, la Chine, le Brésil, sans nécessairement se lier à l'Union européenne? Ça, c'est une question de stratégie. Monsieur Lézard, un dernier mot? Merci. Moi, j'appartiens à une génération qui a grandi avec le rêve dans mes jeunes années d'étudiant. Nous avons grandi avec le rêve, le désir, peut-être l'utopie d'un nouvel ordre économique international. Et c'est à cela que l'on devrait s'atteler, c'est-à-dire toutes les règles du droit international. Je reviens à un excellent ouvrage du professeur Majid Benchir. On parlait à l'époque du droit international du développement. Il avait écrit un excellent ouvrage, le droit international du sous-développement. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'accord d'association a été conçu, arrangé, rédigé dans l'intérêt de toute une communauté. Donc, toute la grande communauté européenne par rapport à des petits pays. L'Algérie n'est pas un petit pays, mais en ayant pris ces entités-là séparées, elle a pu imposer des accords d'association qui ont été conçus par les structures européennes pour l'imposer. Et effectivement, on essaie un peu de faire de sorte que cet accord soit conclu, interprété, appliqué en faveur de la communauté européenne. Et il faut que cela cesse. Il faut que la tendance change. Je promets d'organiser une nouvelle émission à Bruxelles avec vos confrères et collègues européens, et puis peut-être une troisième avec tout le monde. Et comme ça, on n'aura pas failli à cette mission du vrai dialogue. Merci à tous les deux, pardonnez-moi, d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.